ce que je vous propose, c'est que comme Viola Amherst a annoncé sa démission et qu'il va y avoir en mars une élection du Conseil fédéral, enfin d'un siège du Conseil fédéral, moi je vous propose qu'on parle du Conseil fédéral, si ça vous convient. Je ne citerai pas les personnes qui ont été offusquées par la petite capsule sur les verres vertes. Je vous propose de parler du Conseil fédéral, tout simplement, parce que c'est l'organe le plus élevé dans la hiérarchie de la politique suisse au niveau exécutif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exécutif? Qu'est-ce que ça veut dire gouvernement? Quels sont les différents départements? Je vous propose de commencer, du coup, évidemment, avec un écran noir. Ça, c'est, vous connaissez l'histoire, hein, on n'est pas toujours à 100% prêt. Robin au Conseil fédéral, non. Robin au Conseil, au Soviet suprême, avec d'autres personnes pour pouvoir mener la lutte. Je vous propose de commencer, si ça vous va, hein, s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, prononcez-vous ou taisez-vous à jamais. Je vous propose de commencer avec la page wiki du Conseil fédéral. Donc on peut y parler dans les grandes lignes de l'histoire du Conseil fédéral, de sa composition actuelle, des différents départements. Mais, je sais, on appelle ça un wiki live, mais je trouve que c'est intéressant aussi si je tombe sur d'autres articles ou quoi d'en parler. Et du coup, par exemple, là, il y a un article du Musée national sur l'élection du premier Conseil fédéral, donc qui revient sur la guerre du Sonderbund, sur la situation en 1848 en Europe, comment s'est réparti le premier Conseil fédéral. Je trouve que ça serait intéressant, je l'ai jamais lu. Je pense que ça pourrait être intéressant de faire à la fois comprendre ce que c'est le Conseil fédéral, mais aussi de voir un petit peu de son histoire. Est-ce que ça vous convient? Bonjour à tout le monde, hein. Bonjour Marco Pagotto, bonjour tout le monde. Installez-vous confortablement. Dites-moi si le son va, si l'image ça va. On espère, on le dit à chaque fois, mais que l'ordinateur tiendra. On croise à chaque fois les doigts. Si jamais il tient pas, faut juste attendre 2 minutes. La machine à café qui se met en veille. Si jamais il tient pas, le live coupe, mais ensuite je reviens 2 minutes après, donc ça vous fait le temps de vous faire un café ou une pause pipi ou je ne sais, ou faire semblant de travailler. Donc, le Conseil fédéral, qu'est-ce que c'est? On en parle. Le Conseil fédéral, en allemand, Bundesrat, en italien, Consiglio Federale, en romanche, Cusegle fédéral. Cusegle, c'est hyper bizarre. Et l'organe exécutif du Conseil de la Confédération suisse. Qu'est-ce que ça veut dire un organe exécutif? En très gros, dans les démocraties actuelles, sous l'état de droit, il y a une séparation des pouvoirs étatiques. Séparation en 3 points. L'exécutif, le législatif et le judiciaire. Le législatif, on va commencer par ça, c'est le Parlement. C'est lui qui édicte les lois, donc qui va voter, écrire et promulguer des lois ou motions, changements de loi, etc. Ensuite, l'exécutif, donc le Conseil fédéral, c'est ceux qui vont appliquer ce que le Parlement a décidé. Donc théoriquement, l'exécutif n'a pas de droit décisionnaire. Et ensuite, le judiciaire, les tribunaux, majoritairement, vont s'assurer que l'application des lois est respectée par la population, par les différentes entités qui constituent la société suisse. Et donc là, on parle de l'exécutif, c'est-à-dire ceux qui appliquent les lois. Mais avec la modernisation de la politique, avec la centralisation également progressive des pouvoirs. Bon matin à toi, Esme. Avec la centralisation des pouvoirs et avec la modernisation également de la vie politique, où il faut qu'il y ait des décisions qui soient prises rapidement, le Conseil fédéral, mais partout dans les pays occidentaux, les pouvoirs exécutifs ont de plus en plus la possibilité
non pas de promulguer des lois, mais de quand même prendre des décisions qui soit ensuite seront acceptées par le Parlement, ou alors c'est juste une manière d'adapter la loi pour qu'elle soit utilisable dans les faits. Donc c'est pas uniquement appliqué, parfois ils ont quand même une marge de décision en fonction de ce que le Parlement a décidé. Le Conseil fédéral est formé de 7 membres élus ou réélus le même jour, l'un après l'autre. Traditionnellement, un conseiller fédéral est réélu jusqu'à sa démission et les cas de non-réélection sont extrêmement rares. 4 cas de non-réélection entre 1848 et 2023. Ça fait plaisir si ça t'émeut. C'est aussi l'objectif. Donc en Suisse, il n'y a pas d'élection populaire au Conseil fédéral, même si par exemple l'UDC avait lancé une initiative pour que ce soit le cas. Aujourd'hui, le Conseil fédéral est élu par l'Assemblée fédérale, donc le Conseil national et le Conseil des États qui se réunissent pour élire le Conseil fédéral. Et en général, tant qu'un conseiller et une conseillère fédérale ne démissionnent pas, ils sont et elles sont réélus. En général, il y a uniquement 4 cas en 150 ans d'existence où ça n'a pas été fait comme ça. Salut Ozalid. Le Conseil fédéral est une autorité directoriale remplissant simultanément les rôles de chef du gouvernement et chef de l'État et fonctionnant sur le principe de la collégialité. La différence entre chef de gouvernement et chef de l'État fait sens, par exemple, dans un pays comme la France. En France, le chef de l'État, c'est le président, et le chef du gouvernement, c'est le premier ministre ou la première ministre. Le chef du gouvernement va coordonner les décisions au sein des différents ministères. Le chef de l'État va représenter l'État à l'international et va décider des grandes lignes qui vont être prises pendant un mandat. Au Conseil fédéral, ces deux sont regroupés au sein de cette même institution qu'est le Conseil fédéral. Juste, qu'est-ce qu'ils entendent par directorial ? Le régime directorial ou collégial est un régime politique dans lequel le pouvoir exécutif est confié à un groupe de membres qui l'exercent simultanément. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une seule personne qui va prendre des décisions, qui est à la tête de l'État. C'est un système collégial où les 7 membres doivent discuter entre eux et elles pour prendre des décisions. En général, c'est tous les mercredis où ils se réunissent pour prendre des décisions sur les dossiers qui sont en cours. Chacun de ces membres est responsable de l'un des 7 départements de l'administration fédérale. Et ça, on verra plus tard les 7 départements différents. Donc 7 ministères, on pourrait dire également. Le président de la Confédération et le vice-président sont choisis au sein du Conseil fédéral et élus par l'Assemblée fédérale pour 1 an. Le président est un primus inter pares avec un simple rôle de représentation. Qu'est-ce que ça veut dire primus inter pares ? Ça veut dire que chaque année on élit le président ou la présidente de la Confédération en fonction de l'ordre chronologique d'entrée au Conseil fédéral. Donc, ça fait un tournus et c'est de la personne qui est arrivée le plus tôt, ou il y a le plus longtemps au Conseil fédéral, à la personne qui est arrivée le plus récemment au Conseil fédéral. Et en ce moment, c'est Karine Keller-Sutter. On avait vu son allocution présidentielle pour la nouvelle année qui était pépite. Mais le président de la Confédération n'a pas de vrai rôle de pouvoir. C'est uniquement une question de représentation parce qu'à l'international, les titres ont une importance. C'est-à-dire que si tu n'es pas président de ton État ou présidente, théoriquement, dans la plupart des cas, tu ne peux pas rencontrer le président ou la présidente d'un autre État ou la chef de gouvernement d'un autre État. Et donc, on a ce titre de président ou présidente afin de se retrouver à égalité lorsque on rencontre Macron, Trump, etc. Son élection se fait traditionnellement par rotation tournus sur la base de l'ancienneté des membres, c'est ce que je disais.
On fait un petit tour de l'histoire du Conseil fédéral. Le Conseil fédéral est créé par la Constitution fédérale de 1848 en tant qu'organe exécutif du nouvel État fédéral. Donc, l'État fédéral moderne suisse est créé en 1848 après la guerre du Sonderbund. C'est là qu'apparaît le premier vrai État suisse. Avant ça s'apparentait plus à une institution internationale de confédération des cantons. On peut, sous certaines formes, comparer la Confédération helvétique avant 1848 à une forme d'Union européenne, où les cantons étaient très indépendants, mais ils se retrouvaient pour des questions importantes. Comme ça veut dire que la Suisse n'existe pas depuis 1291 ? Alors, c'est compliqué. 1291 est une année choisie plus ou moins au hasard, pas complètement au hasard, mais c'est assez arbitraire. Ça a été choisi justement au cours du 19e siècle pour créer le roman national suisse. Et en 1291, en fait, il y a le premier pacte, le pacte du Grütli entre Uri Schwyz et Unterwald, qui déclare s'allier face aux ingérences extérieures, notamment des Habsbourg. Mais c'est une alliance entre cantons. Et ensuite, il y a eu énormément de cantons qui sont venus dans l'alliance, de renforcement de l'alliance, d'affaiblissement de l'alliance. Ça n'est pas un État. Par contre, la Suisse, le mot Suisse, existe depuis au moins cette période-là, mais ne se réfère pas à un État, un pays, mais à une région. On parlait déjà, je lisais ce livre sur l'histoire de la Suisse, par exemple au XVIIIe siècle, les Français parlent déjà de la Suisse, mais plutôt comme région de ces petits cantons ou principautés qui font un peu leur truc de leur côté, on comprend pas trop, qui déclarent que ces cantons sont neutres. On aime bien parce que ils ont déjà une place financière qui se développe, un artisanat ou proto-industrie qui se développe. Enfin bref, la Suisse à ce moment-là est plus une définition d'une région géographique. Le titre du livre dont je parle, je l'avais présenté, c'est, mais je peux le remettre ici, c'est l'histoire de la Suisse en un clin d'œil. C'est pas un livre marxiste de gauche ou quoi que ce soit. Hop. Mais je trouve que c'est assez intéressant si on veut se refaire une petite piqûre de rappel. Une petite piqûre de rappel sur comment est-ce que l'État suisse s'est construit aussi. Dans la deuxième partie du livre, la journaliste Joëf Kuntz, qui est une journaliste OTAN, fait une brève histoire des grandes villes suisses. Et ça, je trouve ultra intéressant pour voir comme la Suisse s'est construite principalement autour de ces cantons, mais les grands cantons suisses se sont construits autour de leur ville principale. Donc Zurich s'est construit autour de Zurich, Berne autour de Berne, etc., etc. Et donc pour voir un peu les logiques qui ont amené à l'État moderne suisse. Voilà. Mais les Helvètes, c'était pas un peuple celte. Oui, mais les Helvètes, là je parlais du nom de la Suisse. Ensuite, les Helvètes, effectivement, c'est un nom, si je me trompe pas, Helvète est un nom qui est donné par César. On va vérifier ça ensemble. Hein. Et si je me trompe pas, effectivement, ils étaient celtes et ils se situaient déjà à peu près dans la zone du plateau suisse. Donc, les Helvètes sont un ensemble de peuples celtes de l'extrémité orientale de la Gaule, établis sur le plateau suisse lors de la mise en mouvement des Suèves vers le sud-ouest de la Germanie. Voilà. Mais quand je disais la Suisse, c'est le terme suisse qui était déjà utilisé avant l'État moderne, mais qui désignait plus une zone géographique et une situation politique plus qu'un État.
Pas grand-chose à voir avec les deux, si ce n'est le lieu géographique en fait, parce qu'ensuite les Helvètes, ils se sont déplacés vers le centre de la Gaule, parce qu'ils ont été un petit peu chassés par euh, d'autres peuples germaniques à l'est, et ça a été notamment, lorsqu'ils se sont déplacés vers le centre de la Gaule, ça a été en fait une raison pour Jules César d'envahir la Gaule, parce que les Helvètes étaient attaqués par d'autres peuples gaulois lorsqu'ils traversaient, enfin, un micmac. Jules César, un peu à la façon, je sais pas, au hasard des États-Unis aujourd'hui, avait juste trouvé une bonne vieille histoire de on va protéger un peuple et donc en défoncer un autre, et résultat, il a défoncé les deux peuples. Voilà. Donc le premier conseil est élu le 16 novembre par la nouvelle Assemblée fédérale pour une durée de 3 ans. Le fonctionnement du conseil et de l'administration s'inspire de plusieurs modèles, qu'ils soient locaux, l'organisation de certaines villes et cantons suisses, ou le directoire de la République helvétique en particulier pour l'idée de collégialité. Et c'est là où le livre dont je vous parlais est intéressant, parce qu'en fait, vous voyez que le principe de collégialité, dans la ville de Berne, ça existait déjà depuis longtemps. Le principe... c'était quel autre principe où je m'étais dit, ah, à Zurich, ils avaient ça et c'est eux qui ont apporté ça au Conseil fédéral. Je sais plus exactement. Ah oui, je crois du fait que le gouvernement doive représenter de part égale les intérêts de la ville, c'est-à-dire aristocratie, bourgeoisie, agriculture. Euh, mais merci à vous d'être là, merci à vous d'être là. Et donc ça, c'est intéressant comme la résultante des différentes villes suisses a créé le fonctionnement de l'État moderne suisse. Ou d'autres pays étrangers comme les États-Unis pour l'organisation générale de l'administration, à l'exception du système présidentiel. Oui, on s'est énormément inspiré des États-Unis, notamment avec le système bicaméral. Ça va, néné. Ça va, néné. Ça va pas. Merci Miralius, merci pour ton abonnement Prime et bienvenue. Enfin non, t'es déjà là depuis un petit moment, mais merci pour ton abo Prime. Notamment pour le système bicaméral, donc d'avoir 2 chambres dans un système fédéral, une qui représente le peuple et l'autre qui représente les petits États. Merci Café Cern pour ton 5e mois d'abonnement. Donc ça, on s'est inspiré des États-Unis pour ce fonctionnement. Pendant les premières années, le fonctionnement du conseil est basé très fortement sur la collégialité. Même si chaque conseiller est déjà à la tête de son département, les tâches sont encore suffisamment simples pour permettre ce système. C'est-à-dire que vraiment, toutes les décisions sont prises en discutant entre les 7 conseillers fédéraux à la majorité. En 1874, la première révision de la Constitution suisse entraîne un alourdissement des tâches du Conseil et force dans les faits les conseillers à se concentrer plus spécifiquement sur leur département, la collégialité restant de mise pour les décisions prises en commun. Pour comprendre ça, il faut revenir quelques années avant, en 1848, et un peu plus avant en 1847. En fait, la guerre du Sonderbund, c'est essentiellement une guerre entre des cantons qui voulaient avoir un État centralisé et moderne, donc moins fédéral et plus une république centralisée, et d'autres cantons, plutôt les cantons catholiques et plutôt agraires, qui étaient pour garder un système très fédéral, donc avec un pouvoir très segmenté entre les cantons. Et en fait, en 1848, ils ont trouvé donc un moyen d'allier ces 2 revendications en centralisant un petit peu, mais en gardant quand même un pouvoir dans les cantons. Mais depuis lors, on a vu un mouvement constant vers la centralisation du pouvoir. Et déjà en 1874, avec la première révision de la Constitution, c'est ce qu'on a vu, c'est une plus forte centralisation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'État fédéral avait plus de pouvoir qu'avant,
pouvoir qui était pris au canton, du coup. Et petit à petit, encore au XXe siècle, on a vu petit à petit une centralisation, plus forte centralisation contre laquelle, par exemple, l'UDC se bat pour des raisons essentiellement électorales, puisqu'ils font des gros scores dans les cantons agraires, et les cantons agraires peu peuplés sont ceux qui sont le plus favorables à une décentralisation du pouvoir, parce qu'ils savent que au plus on va centraliser le pouvoir, au plus ça va être les cantons très peuplés qui vont pouvoir avoir un poids dans la politique, et les cantons très peuplés, ils votent pas complètement à gauche, mais disons que la ville de Zurich, la ville de Berne, la ville de Bâle, la ville de Lausanne, la ville de Genève votent à gauche. Et donc ça n'irait pas dans l'intérêt de l'UDC. Qu'est-ce qu'on me dit drôlement sophistiqué pour un Français. Salut, je sais pas comment le prendre. On est sur la page d'accueil Twitch en Suisse, I guess. Magnifique. Mais est-ce que la politique marche encore vu ceux qui sont au pouvoir? On peut être en doute. Alors, est-ce que la politique marche tant que le gouvernement et le Parlement tient et arrivent à prendre des décisions? On peut considérer que ça marche. Est-ce que ça marche dans notre intérêt, c'est-à-dire le peuple? Ça, c'est une autre question. Et on le verra notamment dans la constitution du Conseil fédéral. J'avais lu un truc super intéressant sur les normes des restaurants qui étaient politisés à l'époque, où typiquement la Croix-Blanche était des Stamm fédéralistes et l'Ours, par exemple sur Berne, était indépendantiste. Ça, je crois que c'est plus lié à la question jurassienne, je crois, à demander aux Jurassiens, mais si je me souviens bien, typiquement à Moutier, c'est le cas, le restaurant L'Ours est indépendantiste. Je crois que c'est pas forcément en lien avec la question de plutôt centralisé ou plutôt fédéraliste. Voilà. En 1931, l'augmentation de la durée du mandat du Conseil fédéral et de l'Assemblée fédérale de 3 à 4 ans est acceptée en votation populaire. En 1959, le départ simultané de 4 conseillers fédéraux ouvre la voie à une redistribution des sièges au gouvernement. Ce sera l'introduction de la formule magique, règle non écrite qui attribue les sièges aux partis politiques en fonction de leur force à l'Assemblée fédérale. Alors là, c'est un point ultra important de la politique suisse. Avant l'introduction de la formule magique, donc c'était l'Assemblée fédérale qui élisait le Conseil fédéral, et ici, non, c'était où? Ici, j'ai l'info. Donc, jusqu'en 1891, il y avait un seul parti au pouvoir, les radicaux, aujourd'hui le PLR. Parce que c'était eux qui étaient majoritaires à l'Assemblée fédérale, et comme l'élection se fait à la majoritaire pour le Conseil fédéral, de fait, les 7 sièges étaient occupés par le PLR. Ensuite, ils ont dû accepter des concessions, notamment avec les conservateurs PDC. Le premier, c'est Joseph Zemp, puisque le PDC prenait de plus en plus de pouvoir, notamment dans les cantons agraires. Le PDC, c'était vraiment le parti plutôt des cantons agraires, et le PLR plutôt des cantons urbains industrialisés. Et donc, ils acceptent un premier compromis en 1891, mais ça reste très de droite et très très bleu, donc radical. Et ensuite, il y a un premier agrarien, Rudolf Minger, en 1929, le parti agrarien qui donnera l'UDC, mais à ce moment-là, c'est encore un peu plus agrarien, pas uniquement facho, si je peux résumer ainsi. Et ensuite, c'est quoi la date déjà exactement 1931. Donc ici, qu'ils introduisent la formule magique. Et donc le principe de la formule magique, c'est qu'il faut respecter à l'élection du Conseil fédéral, donc des 7 sièges, plus ou moins la répartition des principaux partis politiques à l'Assemblée fédérale, donc au Parlement. Et donc,
Ils vont répartir au début 4 sièges pour le PLR, mais 2 sièges pour le PDC et 1 siège pour les agrariens, en fonction des résultats des élections au Parlement, pour représenter le plus possible le Parlement au Conseil fédéral. Et donc, c'est pas du tout écrit dans la loi, c'est juste que depuis lors, le Parlement essaye de respecter plus ou moins les forces politiques en présence au Parlement, ce qui donne qu'aujourd'hui, on a le PLR qui a 2 sièges, le PDC qui a 1 siège, l'UDC qui a 2 sièges et le PS qui a 2 sièges. Alors ça en fait un conseil fédéral très à droite, mais ça représente plus ou moins, ensuite tout le monde n'est pas d'accord sur comment est-ce que ça doit être comptabilisé, la représentativité, mais plus ou moins représenter le Parlement. Et donc ça c'est en 1959, pardon, je me suis trompé, 59, ouais, ici, c'est ça. Du coup, ils étaient tous de droite, où il n'y avait pas le choix. Si tu voulais être élu, fallait être radical. Jusqu'en 1891, t'avais pas le choix, fallait être radical pour être élu au Conseil fédéral. Point barre. Et ensuite, ils commencent à accepter 1 siège PDC, mais c'était quand même très radical. Le parti radical, c'était vraiment... C'était pas un parti unique, mais c'était le parti qui avait quasiment les pleins pouvoirs parce que ils avaient tout le Conseil fédéral, ils étaient majoritaires au Parlement et dans toutes les administrations, tu avais une majorité de radicaux. Donc c'était vraiment, la Suisse était radicale pendant ces 40 premières années et même ensuite, c'est pas avec un seul siège au Conseil fédéral que ça a changé. Donc on peut considérer que jusqu'à l'introduction de la formule magique, c'était quand même très 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 parti radical, donc PLR. À l'époque, les radicaux étaient plutôt à gauche puisqu'ils poussaient pour des valeurs libérales comme la liberté d'expression, la liberté individuelle. Ça, c'est un point très intéressant que tu apportes, 42 millions d'Ukrainiens. Parce qu'aujourd'hui, le PLR, c'est un parti de droite, ultra-libéral, néolibéral, etc. Mais il ne faut pas oublier que la question de gauche et de droite évolue énormément dans le temps. Et c'est vrai que si tu prends en 1848, les radicaux étaient plutôt l'aile gauche ou progressiste, je dirais, dans l'échiquier politique. C'est-à-dire qu'effectivement, ils étaient pour une vraie république sans avoir des privilèges donnés à l'aristocratie. Ils étaient pour la liberté d'expression, pour une liberté de commerce, pour une liberté de religion, chose que d'autres partis ne voulaient pas. Donc effectivement, ils étaient plutôt progressistes, mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient genre socialistes, parce qu'au même moment, tu avais déjà des mouvements socialistes en Suisse, et les radicaux n'étaient pas favorables au mouvement socialiste ouvrier. Là, c'était de la gauche, un peu comme on voit en 1789 en France, pendant la Révolution française, où on dit que c'est une révolution bourgeoise. Et oui, c'est une révolution bourgeoise au sens que c'est pas les prolétaires qui mènent la révolution, et c'est pas des idées de prolétaires qui mènent la révolution, mais c'est des idées progressistes, c'est-à-dire moins de pouvoir à l'Église, fin des privilèges de l'aristocratie, meilleure représentativité de l'État, etc. C'est des idées progressistes. Ça n'en fait pas un mouvement ouvrier. C'est là où il faut faire attention quand on remonte dans l'histoire à ces idées de gauche-droite, parce que en fonction des situations, la gauche et la droite peuvent énormément évoluer. Le progrès mais pas la pagaille. C'était exactement les radicaux, ça. Le progrès mais pas la pagaille. Et c'est vrai qu'ils étaient quand même favorables à pas mal de liberté politique et d'expression. Qui a fait la révolution ? Non, quand on dit que c'est une révolution bourgeoise, on dit que les idées qui sont portées pendant la révolution sont des idées bourgeoises. Et c'est pas une insulte, hein, pour le coup. Une révolution bourgeoise dans un État monarchique est quand même un progrès, au même titre que, par exemple, pendant la décolonisation, des idées nationalistes, mais nationalistes dans le cadre d'une décolonisation, est un progrès par rapport à la colonisation. Mais par contre, ces mêmes idées nationalistes, dans un pays qui n'est pas colonisé comme la France, la Suisse, etc., là, c'est pas une idée progressiste.
Euh, ouais, ça dépend beaucoup du contexte local, donc c'est là où il faut faire attention à gauche-droite. Quand on remonte dans l'histoire, moi je préfère parler de progressistes ou réactionnaires. Et les radicaux étaient à ce moment-là progressistes, alors que le PDC était plutôt réactionnaire. Euh, Pas du tout, le peuple en avait marre qu'on les tue, ça, la révolution, les bourgeois se sont accaparés. Oui, alors, il y avait le peuple dans la rue en France, oui, mais là, quand on parle d'une révolution bourgeoise, c'est les idées qui sont menées. Hein. La Révolution française a amené non pas à la socialisation des moyens de production, la fin de l'État, etc., mais au contraire un renforcement de la propriété privée des moyens de production. C'est en ce sens que c'est une révolution bourgeoise. Mais on continue. Euh, Lors des discussions concernant la révision de la Constitution en 1999, l'idée d'abroger les clauses des cantons, qui limitent les cantons à un seul représentant au Conseil fédéral, est jugée trop controversée et reportée à une votation séparée. Finalement, le peuple et les cantons acceptent son abrogation en février 1999. Attends, j'ai pas capté là. L'idée d'abroger la clause des cantons. Pas complètement capté. Vous avez capté ça? La clause des cantons? Vous voyez, on en apprend tous les jours. C'est quoi ça, la clause des cantons? Ah ouais, la page est longue. Donc je relis la phrase. Lors des discussions concernant la révision de la Constitution de 1999, donc qui est la dernière révision de la Constitution en Suisse, l'idée d'abroger la clause des cantons, qui limite les cantons à un seul représentant au Conseil fédéral, est jugée trop controversée. Ah! Ah, c'est-à-dire que on ne pouvait pas avoir deux personnes provenant du même canton au Conseil fédéral, si je comprends bien. Et ils ont décidé d'abroger cette clause, donc il est possible d'avoir deux conseillers fédéraux du même canton maintenant. Voilà. Ça, c'était toujours dans une idée de représentativité, parce que là, je parlais pour la formule magique de la question de la représentativité des partis, mais il faut savoir aussi qu'en Suisse, comme on a quatre langues nationales, on essaye au Conseil fédéral d'avoir une représentativité également des régions linguistiques et des régions cantonales entre agraires et urbains. C'est pas toujours 100% respecté, mais on essaye d'avoir cette représentativité et on essaye aussi de plus en plus d'avoir également une bonne représentativité entre hommes et femmes. Chaque fois que je me souviens qu'une personne sur 8 en Suisse est zurichoise, ça me fait mal au cœur, plutôt crevé. Après, les Zurichois peuvent un peu nous énerver, et en même temps, politiquement, c'est quand même une ville qui a plutôt tendance à être une alliée. Hein. Il ne faut pas se voiler la face. Après, si tu parlais de Zurichoise du canton, alors là, effectivement, avec la Golden Custay et tous les milliardaires et millionnaires qu'il y a là-bas, effectivement, c'est pas des alliés. Mais la ville de Zurich, si quand même un chouïa. Entre 1848 et 2008, le Conseil fédéral a été une institution extrêmement stable et il a toujours fonctionné selon les principes définis dans la Constitution de 1848, les changements apportés au système dans l'intervalle ayant été mineurs. Cette stabilité est aussi observable au point de vue de la composition, le Conseil n'ayant jamais été renouvelé intégralement, garantissant ainsi une continuité à long terme. Et ça, c'est un point important, c'est que, en fait, les grands changements politiques en Suisse sont rendus très compliqués, notamment par ce genre de mécanisme-là. C'est que tu ne peux pas avoir une grande bascule à droite ou à gauche du Conseil fédéral, parce que la plupart du temps, c'est un, voire deux sièges qui sont remis à l'élection pour le Conseil fédéral. C'est pas l'entièreté. Donc ça fait que, par exemple, après l'explosion
du nombre de sièges de l'UDC à l'Assemblée fédérale, ça ne leur a pas été possible de rafler d'un coup 3-4 sièges au Conseil fédéral, puisque tu dois attendre à chaque fois qu'un conseiller fédéral démissionne et donc recommencer les négociations, les tractations avec les autres partis, parce que on n'a aussi pas de parti avec une majorité absolue au Conseil fédéral. Donc, un parti doit toujours quand même trouver des alliances avec les autres pour faire élire un des leurs au Conseil fédéral. Et c'est un peu vrai pour toutes les villes, oui, totalement. Non, mais le pouvoir aux villes, faut arrêter avec les campagnes. Mais ça, je le dis à chaque live. Et donc, ça a créé un système extrêmement stable, sauf qu'un système extrêmement stable dans un pays majoritairement de droite, ça crée un pays stable de droite. Stable selon le principe de 1848. Les principes: être discret, faire genre que le peuple a le pouvoir, avoir zéro charisme et gouverner avec les banques et puissances voisines dans la discrétion. C'est pas faux. Après, justement, j'ai l'impression que souvent, ils font un petit jeu à essayer de jouer entre 1 sur 2, aucun charisme, et 1 sur 2 joue la carte du zéro charisme, mais qui en réalité, dans les coulisses, c'est très bien ce qu'il fait. Non, mais je parle de toutes les grandes villes. Zug, Zug, on reste Zug, non? Ça sert à quoi, où est-ce que j'en étais? Néanmoins, de nombreuses propositions de changement ont été faites au cours des années. Le plus souvent... bienvenue à Raccoon 22. Une idée qui revient régulièrement est l'élection du Conseil fédéral directement par le peuple. On l'avait vu, l'UDC avait fait une initiative dans ce sens-là, plutôt que par l'Assemblée fédérale. Le Parti socialiste a déposé 2 initiatives à cette fin, mais celles-ci ont été rejetées en votation les 4 novembre 1900 et 25 janvier 1942. Dans les années 1990 et 2000, cette idée est revenue dans le débat public sous l'impulsion de l'Union démocratique du centre. Et là, je trouve que c'est un point intéressant. Parce qu'on le voit aussi en France. En France, il y a ce débat d'avoir l'élection de l'Assemblée nationale à la majoritaire ou à la proportionnelle. Et en fait, en fonction des dynamiques politiques à l'intérieur du pays, ça va changer quel parti va vouloir la proportionnelle ou la majoritaire, en fonction de qu'est-ce qui leur bénéficierait. Et en Suisse, l'élection par le peuple du Conseil fédéral favoriserait plutôt les partis qui ont le vent en poupe auprès du peuple et pas auprès des cantons ou séparément en fonction des cantons. Ça signifie qu'au début du XXe siècle, le parti qui avait le vent en poupe, vous vous rappelez, on avait vu lors du premier Wikilive l'explosion du nombre de sièges du Parti socialiste au début du XXe siècle. Énorme vent en poupe, explosion du nombre de membres, une visibilité immense. Et ça explique pourquoi ils voulaient que ce soit le peuple qui élise le Conseil fédéral et non pas le Parlement. C'est qu'au Parlement, ils ne réussissaient pas à avoir une majorité, mais par contre, ils savaient qu'au sein du peuple, en 1900, ils avaient 0 siège, sauf qu'avec le nombre de soutiens qu'ils avaient au sein du peuple, ils auraient eu au minimum un siège, si ce n'est plus. Alors que, dans les années 90 et 2000, quel parti a le vent en poupe? L'UDC. Et c'est là que l'UDC veut utiliser son fameux populisme pour avoir plus de sièges au Conseil fédéral en se faisant élire par le peuple. Donc on voit que de nouveau, c'est des postures de vouloir que le Conseil fédéral soit élu par le peuple ou pas, sont des postures situationnelles, en fonction de si tu as le vent en poupe ou pas, ou si tu sens que ça va être négatif ou pas. Si vous voulez un truc rigolo, avec notre système de vote, le POP a fait bien plus de voix en Suisse que la Lega aux dernières élections fédérales, mais la Lega a reçu un siège parce qu'il ne faisait campagne qu'au Tessin. Oui, ça c'est aussi une question de la limitation des systèmes d'élection du Conseil national. C'est que même au Conseil national qui représente le peuple, en fait, comme c'est le peuple, mais de chaque
pardon, je vais me moucher, qui élit, de chaque canton qui élit, je vais y arriver, et non pas l'ensemble de la Suisse, ça va plutôt favoriser certains partis qui, là, pour le cas, sont d'extrême droite. Excusez-moi. La Lega, c'est les fachos tessinois, mais vraiment bien, bien, bien fachos. La Lega Ticinesi ou un truc comme ça. En 1996, le Conseil fédéral propose un projet concernant l'organisation du gouvernement qui aurait introduit des secrétaires d'État supplémentaires pour décharger les conseillers fédéraux. À la suite d'un référendum, le peuple rejette ce projet la même année. Les arguments avancés étaient le rôle mal défini et le coût induit par de nouveaux hauts fonctionnaires. En août 2008, le Parti socialiste, par la voix de son président Christian Levrat, propose l'introduction d'une procédure de destitution du Conseil fédéral, une idée qui a été accueillie froidement par les autres partis. Et oui, parce qu'en Suisse, on ne peut pas destituer son gouvernement ou même un conseiller ou une conseillère fédérale. Tu peux avoir des dingueries qui sont faites, il n'y a rien qui permet, que ce soit au peuple ou au Parlement, de destituer. Le seul moyen qu'a le Parlement pour destituer, en fait, c'est tous les 4 ans, lors de la réélection complète du Conseil fédéral, ils peuvent décider de ne pas réélire un Conseil fédéral, mais on l'a vu, ça s'est fait que 4 fois depuis 1848, et la dernière fois, c'était avec Christophe Blocher, parce que, disons que en Suisse, les partis n'aiment pas trop. En Suisse, on n'aime pas trop qu'au Conseil fédéral des gens aient, disons, un charisme, une personnalité politique trop forte et définie, parce que avec le principe de collégialité, patati patata, donc tout le monde doit s'entendre, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, si tu as une personnalité politique trop forte, comme Christophe Blocher par exemple, ça crée des dissensions au sein du Conseil fédéral, ce que les partis n'aiment pas, surtout les partis de droite, on va pas se le cacher. Et du coup, il n'a pas été réélu, grand scandale, ça a été Widmer Schlumpf qui a été élu à la place, elle s'est faite tège du parti l'UDC, donc elle a créé le nouveau parti PBD, Parti bourgeois démocrate, qui a ensuite fait une merge avec le PDC qui donne le centre, enfin bref, ça a été la plus grande déstabilisation de la politique suisse de ces 50 dernières années. Et on en parle encore comme étant le grand risque de déstabilisation. Était un danger pour la Suisse. Alors oui, c'était un danger pour la Suisse, mais en soi, même si c'est quelqu'un du PS qui parle un peu trop fort au Conseil fédéral, ils vont pas aimer, même si ce serait pas forcément un danger pour la Suisse. Mais du coup, sachant cela, la plupart du temps, les partis vont plutôt proposer des candidatures un peu consensuel, on va dire, au Conseil fédéral. Et le résultat, c'est que l'Assemblée fédérale va élire vraiment les plus consensuels des consensuels. C'est pour ça que le PS, par exemple, ont la majorité du temps des élus qui sont pas de l'aile gauche, quoi. C'est pas des Pierre-Yves Maillard. Composition actuelle du Conseil fédéral. Vous me dites quand il y a un point sur lequel vous voulez plus s'attarder, si vous voulez. Composition actuelle du Conseil fédéral. On a notre cher Guy Parmelin, notre vaudois, vigneron, qui est UDC, élu depuis 2015. Ça fait un bail, hein. Moi, je pense qu'il va bientôt partir parce que en moyenne, les conseillers et conseillères fédérales, en moyenne, restent entre 6 et 8 ans, si je me souviens bien, entre 6 et 8 ans au Conseil fédéral. Donc là, 10 ans, ça commence à faire long. Donc lui, c'est l'archétype du conseiller fédéral, pas de charisme, pas de personnalité politique. Il s'entend bien avec tout le monde, finalement. Et il est chef du département de l'économie, de la formation et de la recherche. Donc en gros, les universités, les accords de libre-échange avec les pays extérieurs, et puis la recherche avec le CERN, etc. Il est assez
inodore, incolore, inaudible. C'est pas sûr qu'ils maîtrisent bien ça. Bah alors, c'est aussi le principe du système politique suisse, c'est que, en fait, ce dont on parle rarement, c'est que les hauts fonctionnaires ont énormément de pouvoir en Suisse. Parce qu'effectivement, t'as quelqu'un qui ne s'y connaît absolument pas dans le domaine de son département, ce qui est OK, hein, parce que ça fait partie aussi de la vie politique de se retrouver à la tête de départements dans lesquels t'as pas forcément fait 8 ans d'études, mais du coup ensuite tu dépends énormément de tes hauts fonctionnaires pour te conseiller, pour développer les dossiers, et que ensuite toi tu prends les décisions en fonction des informations qui te sont parvenues. Et c'est pour ça aussi qu'il y a tout un combat entre les partis pour placer leurs pions dans les hauts fonctionnaires pour pas que ce soit que UDC, que PS, etc. Je le répète tout le temps, mais le Guy, c'est probablement le meilleur produit de l'UDC. Oui, c'est en fait le Guy Parmelin, on en avait parlé. L'UDC, ils ont 2 ailes, ils ont l'aile bernoise agraire et l'aile zurichoise facho. Et Guy, c'est vraiment l'archétype de l'aile bernoise agraire qui donne l'impression qu'il fait de mal à personne et qu'il est gentil, etc., mais qui en réalité souvent s'aligne sur les positions de l'aile zurichoise facho. Il passe pour un bobet bon vivant, mais c'est un monstre. Ce mec est ultra néolibéral. Ouais, de ce que je sais, effectivement, il l'avance pas comme ça, mais il prend des décisions ultra néolibérales et il a une posture extrêmement néolibérale. Ensuite, on a Ignacio Cassis. Ignacio Cassis démission. Ignacio Cassis, qui est un soutien à un génocide en cours. Ignacio Cassis, c'est notre chef du département fédéral des affaires étrangères, donc c'est-à-dire chef de la diplomatie. Grand soutien à Israël depuis longtemps, hein, pas que depuis le 7 octobre. Il avait déjà demandé à interdire à couper les fonds de l'UNRWA en 2017, je crois. Donc bien avant le 7 octobre, c'est un soutien conditionnel à Israël. Il a jamais eu un seul mot pour condamner les actions d'Israël à Gaza ou en Cisjordanie. C'est vraiment une raclure, hein, je pense qu'on peut le dire. Coucou Ignacio si jamais. Parce que c'est vraiment un soutien officiel du régime d'apartheid et de génocide en Israël. Et de droite, mais de droite la plus néolibérale et néocolonialiste. Pour lui, il n'y a aucun souci que les multinationales suisses ne respectent pas les droits humains fondamentaux, genre au Congo ou au Chili, etc. Enfin bref, un beau type, quoi. À Fribourg, il y a toujours la polémique parce que apparemment des agents pro-Hamas avaient bloqué l'université de Fribourg pour l'empêcher de faire une conférence. Oui, il y avait 15 personnes pro-palestiniennes, d'ailleurs SO à ces personnes, qui s'étaient mises devant l'université, et finalement Ignacio Cassis a décidé de pas venir parce que il y avait un risque pour sa sécurité. Salut Padoumta. N'hésitez pas à faire une petite pancarte anti-cassiste pour la manif de demain à Genève. Ouais, Ignacio Cassis, quand on parle d'Israël-Gaza, Ignacio Cassis, c'est vraiment le type qui est le plus de ce qu'on sait, hein, parce que évidemment les discussions au sein du Conseil fédéral sont à huis clos, mais de ce qu'on sait, c'est vraiment le type qui est le plus gros soutien à Israël. Lui aussi, avec sa petite gueule gentillette et son accent italien, il charme tout le monde alors que c'est juste un gros wrestler extrême droitard. Ouais, effectivement, parce qu'il est PLR, mais il a des tendances vachement extrême droitardes. 15 étudiants gentils, dont 13 portaient un kéfier, j'imagine. Oui, mais c'est... Enfin, le kéfier n'est pas une arme de destruction massive, à ce que je sache. Non, on n'avait pas le budget pour autant de kéfier. C'est génial. Ensuite... on a, donc, lui, ça fait depuis 2017, donc il y a des possibilités qui partent bientôt. On espère hein, qu'il se tire. Après, le problème, c'est qu'on ne sait pas par qui il sera remplacé, parce qu'au PLR, autant vous dire qu'ils ont une belle brochette de types qu'on n'a pas envie de voir au pouvoir.
Ensuite, on a Viola Amert. Viola Amert, donc celle qui a annoncé sa démission, qui par fin mars, et l'élection de sa remplaçante sera faite le 13 mars, si je me souviens bien. Ce qui est marrant, c'est que là, pour l'instant, au centre, donc son parti, il y a personne qui a envie de la remplacer. Vraiment, tout le monde dit ah non, moi ça me saoule, franchement, pas le temps. Nantermo CF, source de même infini. Oui, sauf que le problème, typiquement, c'est que Nantermo, il a pas la posture, en fait, typique Conseil fédéral. Nantermo, il s'est trop prononcé sur plein de sujets, en fait. Il a trop montré qu'il était politisé. Il faut pas être politisé pour aller au Conseil fédéral. Et en plus de ça, ça va être très probablement une alémanique parce que pour ces questions de représentation des régions linguistiques. Donc Viola Amert, chef du département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports. Donc sport, parfois on se dit on comprend pas le lien. En vrai, on comprend le lien parce que quand tu regardes l'histoire en fait du développement des institutions sportives dans les pays européens, tu vois qu'il y a un lien énorme avec l'armée. Au début du XXe siècle, tous les États européens essayent de pousser pour plus de cours de gym à l'école, pour plus de clubs de sport dans la société civile, parce qu'ils voyaient un intérêt, à avoir une population sportive, en bonne condition physique pour aller à la guerre, et 2, parce que tu avais cet esprit de club où on fait un effort ensemble pour aller vers un but commun, etc. C'est un parfait une voie d'autoroute pour ensuite programmer son peuple à partir à la guerre. Et les Jeux Olympiques aussi. C'est un truc ultra militariste. Donc c'est pour ça que t'as dans le même... Enfin, je suppose que c'est pour ça que t'as dans le même département la défense et les sports. La défense, donc l'armée, la protection civile, etc. Voilà. Ensuite, Karine Keller-Sutter. Elle est PLR. Elle est aux finances. Et elle, donc c'est notre présidente à toutes et tous, et elle est appelée la dame de fer parce qu'elle est connue pour... Donc, elle est chargée des finances, elle doit décider des budgets des différents départements, etc. Et elle est connue pour, en termes de néolibéralisme, si l'État fédéral pouvait dépenser 0 centime ou alors dépenser de l'argent, mais uniquement dans des programmes qui vont directement aux entreprises et pas tout à tous ces fainéants de retraités et de chômeurs, elle le ferait. Vraiment, elle coupe partout. La culture, l'aide humanitaire, extérieure, partout elle coupe. C'est pour ça qu'elle est appelée la dame de fer, donc néolibérale hardcore, qui est un peu plus libérale sur d'autres questions dites sociétales. Mais vraiment, elle, son truc, c'est les finances, et elle coupe les robinets partout. Et c'est elle aussi qui a géré plus ou moins le rachat de Crédit Suisse par UBS. Voilà. Proche des banques, elle aime bien la thune, mais elle aime pas quand il faut en donner au peuple. La gauche radicale doit se réapproprier le sport. Moi, je suis d'accord avec ça. Il faut, mais il y a eu, j'ai vu, le Courrier a fait un article sur une soirée à Genève d'un club de sport, de combat antifa, où ils ont fait une soirée porte ouverte avec des moments musicaux de rap, des combats, etc., dans une idée inclusive et de gauche radicale. Passer vite sur Amert alors que c'est aussi une sacrée autoritariste. Mais oui, après on en a déjà parlé d'Amert, comme elle démissionne. Et les traditions, moi j'aimerais bien qu'on récupère les costumes tradis et la poya. La poya, je suis d'accord, les costumes tradis, pourquoi pas, si on arrive à... Mais on parlait au live précédent de mardi soir d'hégémonie culturelle, et c'est exactement ça l'hégémonie culturelle. C'est pas uniquement sur les réseaux sociaux et tout, mais c'est aussi réussir à se réapproprier des symboles qui sont perçus aujourd'hui comme nationalistes et de droite, mais se les réapproprier en mode prolétaire et fierté ouvrière.
viens à Fribourg, il y a des poyas qui sont faites par des gauchistes maintenant parce qu'il n'y a plus aucun paysan de montagne qui veut reprendre les alpages. Ouais, mais vraiment, moi je trouve que effectivement reprendre certaines traditions et certains symboles traditionnels en adaptant le message ou la symbolique, moi je trouve que c'est un moyen de s'accaparer l'hégémonie culturelle. Ensuite, Albert Rochety. Notre cher Albert Rochety, source de mème incroyable ce type, déjà par sa bonne bouille là, je vous la mets un peu en plus grand, bonne bouille. Lui c'est un morceau quand même, hein. Lui c'est un morceau parce que élu en 2022, ça a fait un petit peu de bruit, parce qu'il a pris le département fédéral de l'environnement, des transports et de l'énergie et de la communication. Environnement, transport et énergie. Comment vous dire ? Avant qu'il soit au Conseil fédéral, il était connu, très connu, pour avoir des liens très forts, rémunérés ou non, avec l'industrie de l'automobile, les importateurs automobiles, donc déjà dans transport, c'est pas mal, avec le nucléaire, donc dans énergie, c'est pas mal, et avec les raffineries d'énergie fossile en Suisse. Donc, environnement, c'est pas mal. Donc, vraiment, c'est le type qui avait des liens avec tous les lobbies les plus anti-écolo, les plus anti-transport public et tout. Et il a pris le département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. Donc, vraiment, le truc où il peut faire ce qu'il veut par rapport à ses intérêts économiques de ses poteaux. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'archétype du système suisse. C'est le gars... Les Suisses allemands de 50 ans, ils trouvent qu'il a une bonne bouille, il est sympathique, il fait des blagues à chaque interview, donc il est sympa. Et ils voient pas, ou alors ils s'en fichent, le fait qu'en fait, on a élu un lobbyiste de l'énergie fossile et des voitures au département qui doit gérer les énergies fossiles et les voitures. Mais il n'y a pas de souci, allons-y. C'est un scandale qui fait évidemment aucun bruit, ou quasiment aucun bruit en Suisse, alors que c'est vraiment un énorme scandale. Il est terrifiant, la seule vraie tradition suisse, c'est appeler les flics quand il y a du bruit. Son numéro 2, c'est le vrai danger, ouais, genre catho intégriste complètement conspifaf, effectivement. Parce que c'est ça aussi, c'est que les conseillers et conseillères fédérales viennent avec leurs conseillers spécialisés en communication, en stratégie, etc. Et que souvent, on n'en entend pas parler, alors que parfois, t'as des dingueries. Vraiment des grosses dingueries. Et Trump, il a dit que s'il avait été américain, il aurait voté pour Trump. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire ? Donc, pour l'instant, sur la liste, on a Guy Parmelin, qui n'a aucun charisme, mais néolibéral. Ignacio Cassis, soutien indéfectible à Israël et qui a des tendances vraiment extrême droitières. Viola Amert, autoritaire, qui est à l'armée. Karine Keller-Sutter, qui a appelé la dame de fer parce qu'elle coupe dans tous les budgets, à part quand c'est pour aider les entreprises. Et on a un lobbyiste de la voiture et du pétrole, fan de Trump, dont son conseiller est un catho intégriste. Ça vous voit le gouvernement suisse ou bien... Et ensuite, on arrive au PS. Elisabeth Baumschneider, la jurassienne, élue en 2022 au département fédéral de l'Intérieur, qui est vraiment... les deux départements qui suivent, c'est vraiment les départements que la droite donne toujours au PS parce qu'ils savent qu'ensuite, ils vont pouvoir taper sur le PS, sur les conseillers et conseillères fédérales PS. Département de l'Intérieur, donc c'est toutes les assurances sociales, la santé, quoi d'autre ? Est-ce que j'en oublie ? Assurance sociale, santé... Rôle, ouais, prévoyance, assurance militaire, santé publique, contrôle des denrées alimentaires, ensuite, ouais, voilà. Elisabeth Baumschneider, j'ai zappé un truc, en dehors de sa position sur le conflit israélo-palestinien, il a dit ou fait quoi d'autre d'extrême droite Cassis. Alors, pour moi, ce que je retiens surtout, c'est sa position pro-israélien. Mais je sais que quand il était au Conseil national, il avait tendance à voter à droite du PLR.
Il faut vérifier, hein, évidemment, toutes ces informations. Il ne faut pas prendre pour argent comptant ce genre d'infos. Mais si je me souviens bien, quand il était au Conseil national, il était vraiment sur l'aile droite. Il est turbo pro-caisse maladie privée. Oui, parce que c'est un médecin proche des... Enfin, ancien médecin du coup, proche des assurances maladie. Position et argument, donc on a assurance maladie, s'aligne sur les questions d'immigration plutôt à droite que la majorité de son parti, lui vaut des critiques au centre et à gauche et favorise son statut de candidat préféré de l'UDC. Est-ce que vous avez des questions? Quand tu es le candidat favori de l'UDC, soit c'est parce que c'est pour un siège PS et à ce moment-là, tu es un PS mou, ou soit c'est pour le PLR et à ce moment-là, ton PLR, il est en réalité plutôt UDC. Quoi? Ouais, bof. Ça ne suffit pas d'avoir l'UDC qui trouve que sur les questions d'immigration, il est pas mal et donc on va le soutenir. Ça peut être par cynisme, oui. Cohérent avec sa prise de position, oui. Elisabeth Baumschneider, donc qui est l'aile gauche de notre Conseil fédéral, s'il y en a une, donc qui est au département fédéral de l'intérieur. Donc je disais, la droite adore donner ce département à la gauche parce que du coup, ça fait que à chaque fois que tu as des augmentations de primes d'assurance maladie ou que tu as des votations qui vont venir couper dans nos assurances ou quoi, c'est Elisabeth Baumschneider ou le conseiller fédéral PS en charge qui va devoir venir et défendre les positions de la droite. Elle essaye de faire un boulot de gauche dans un gouvernement de droite et moi j'ai pas, enfin si j'ai des avis sur EBS, mais pour moi elle devait pas y aller. Elle devait pas y aller, non pas parce qu'elle est incompétente ou quoi que ce soit, mais juste quand tu fais partie de l'aile gauche du Parti Socialiste, tu vas pas au Conseil fédéral. Parce que tu sais que tu vas être bâillonné, tu sais que tu vas te faire défoncer par la droite. T'y vas pas, quoi. T'y vas pas parce qu'en plus, tu vas rien pouvoir changer. Donc, pourquoi faire? Comme Berset, il s'est pris tellement de haine des complotistes juste parce qu'il était à la santé pendant le Covid. Oui. Après, Berset, il était moins de l'aile gauche que EBS, mais oui. Et ensuite, on a le petit nouveau, Beatians, ça fait 1 an qu'il a été élu, Ballois, département fédéral de justice et police, donc c'est lui qui s'occupe de l'immigration notamment. Lui, sur les questions d'immigration et d'une manière générale en politique, il fait partie de l'aile droite du PS, donc lui, ça fait sens qu'il soit au Conseil fédéral, il s'y sent bien, hein, il essaye une fois de temps en temps de redonner un petit coup de gauche pour son image, mais pas à nous, Béat, pas à nous. T'es un conseil fédéral de droite, et puis voilà, c'est tout. Quand tu veux accélérer les procédures comment ça se dit, là, d'analyse des dossiers pour les demandes d'asile, t'es de droite. Quand tu veux fermer le week-end les centres d'asile, t'es de droite. Enfin, bref. Donc voilà, en résumé, excusez-moi, petite cale. En résumé, donc, on a une personne un peu de gauche, mais qui a les mains liées et la bouche bâillonnée au Conseil fédéral, et le reste, c'est de la droite. Est-ce qu'il y a des questions? En termes de représentativité, ça se pose là quand même. En termes d'équilibre des forces, parce qu'en fait, nous, on cherche le consensus. C'est facile d'avoir le consensus quand ton gouvernement est qu'à droite. La collégialité. Alors oui, avoir par exemple quelqu'un du centre ou machin, etc. Ça permet parfois de contrer les envies ultra racistes de l'UDC. Parfois. Mais franchement, quand vous voyez la tête de ce Conseil fédéral, à mon avis, PLR, Centre et UDC sont quand même très souvent d'accord, et même peut-être le petit Beatians. Tu dois avoir Elisabeth Baumschneider là au milieu qui est là, mais vous êtes sûr, on peut pas quand même... Non, il n'y a pas d'argent. Donc voilà la situation en Suisse.
Voilà la situation en Suisse. Voilà pourquoi je dis que la gauche ne doit pas aller au Conseil fédéral, parce que le résultat d'une gauche au Conseil fédéral, c'est que on a une seule personne à peu près de gauche et qui ne peut pas donner son réel avis de gauche. J'ai une question. Est-ce qu'on sait pourquoi le gouvernement n'est qu'à droite et qu'est-ce qu'on fait pour changer ça? Alors, la raison pour laquelle le gouvernement est autant à droite, c'est de un, parce que le Parlement suisse est majoritairement à droite, est très majoritairement à droite, et que comme c'est le Parlement qui élit le Conseil fédéral, de fait, et avec le principe de la formule magique, où il doit y avoir une représentativité des forces au Parlement au Conseil fédéral, ça fait que la majorité du Conseil fédéral est à droite. En plus de ça, comme, par exemple, le PS n'est pas majoritaire, quand tu proposes une candidature, tu dois t'assurer qu'il y ait au moins quelques personnes des autres partis de droite qui soutiennent tes candidatures. Donc, tu ne peux pas proposer une candidature trop radicale de gauche. Tu dois proposer un espèce de centriste du PS, voire aile droite, pour que le PLR, le centre, voire l'UDC te soutiennent. Donc, ça fait que tu as un Parlement majoritairement à droite qui élit un Conseil fédéral majoritairement à droite. Voilà. Comment est-ce qu'on change ça? On pourrait dire, on élit le Conseil fédéral par le peuple, sauf que, comme on le disait avant, en ce moment, le vent en poupe, c'est plutôt à droite, en Suisse. Si tu prends l'entièreté de la Suisse, à cause notamment de la Suisse alémanique. Donc, on n'est de loin pas sûr que ça serait à notre avantage. Donc, ce qu'il faut, avant de pouvoir changer le Conseil fédéral, c'est pouvoir changer le Parlement. Et ça doit être un travail de longue haleine, de regagner une plus grande importance grâce au PS, au Verts, mais aussi et surtout, je l'espère, dans les prochaines années, une gauche radicale qui réentre au Parlement et qui amène une voix de gauche radicale qui fait que ça devient de plus en plus normal d'entendre cette voix de gauche radicale. Et là, on pourrait un peu plus rebattre les cartes au sein du Conseil fédéral. Mais ça, c'est de la musique un peu d'avenir. On peut changer le peuple aussi si la Romandie fait sécession. Oui, Romandie libre, parce que quand tu regardes les résultats des votations ou des élections, t'as que la Suisse romande. On peut imaginer qu'on aurait un pays de gauche, si tu avais une Suisse romande libre. En fait, ma question est plutôt pourquoi la Suisse se droitise et qu'est-ce qu'on fait? On fait des médias, on unit la gauche et on fait un travail de longue haleine pour essayer de changer les discours en place. Ensuite, sur pourquoi est-ce que historiquement la Suisse est de droite, ça c'est une question historique extrêmement importante qui s'explique par plein de facteurs, notamment économiques, notamment dans la répartition des pouvoirs. Par exemple, le fait qu'on ait un fédéralisme et non pas un État centralisé, ça favorise plutôt les petits cantons agraires plutôt que les grandes villes. Le poids d'une voix d'une personne dans un canton agraire est plus important que le poids d'une voix d'une personne dans une grande ville, ce qui surreprésente les positions des petits cantons agraires qui, historiquement, sont plutôt de droite. Tout cramé. Merci, on a trop été électoraliste cette dernière heure. Il faut rééquilibrer. Et évidemment, ça passe pas que par les élections, ça passe par les mouvements sociaux, par le syndicalisme, etc. L'autre point aussi qui explique pourquoi la Suisse est historiquement de droite, c'est le pouvoir de la bourgeoisie en Suisse. Le pouvoir de la bourgeoisie au niveau politique est démentiel, au niveau du lobbyisme, au niveau des liens entre pouvoir économique et pouvoir politique. On est à un niveau qui est franchement rarement égalé dans les autres pays. Et enfin aussi, un point important, c'est le type d'économie qu'on a en Suisse. C'est-à-dire que les personnes les plus prolétaires, qui sont le plus aptes à voter à gauche, soit ne votent pas, l'abstention est extrêmement importante en Suisse, et ça, il y a notamment des études de Chiarini qui expliquent pourquoi est-ce que l'abstention auprès des classes populaires est importante. Et une grande partie du prolétariat en Suisse n'a pas le droit de vote parce qu'en Suisse, historiquement, notre prolétariat est étranger.
Et c'est pour ça que la gauche essaye de pousser pour faire en sorte que les étrangers aient le droit de vote, parce que c'est une grande partie de notre prolétariat. Et en fait, les ouvriers et ouvrières qui ont le droit de vote et qui votent sont majoritairement des ouvriers et ouvrières hautement qualifiés, dans l'horlogerie, etc., en très gros, hein, et n'ont pas forcément tendance, historiquement, à voter gauche radicale. Ça dépend évidemment des régions, ça dépend des contextes historiques, mais aujourd'hui, ça vote pas gauche radicale ou gauche. Ou parfois, ça vote gauche, mais gauche un peu molle. Donc, c'est plein d'aspects, j'en ai certainement oublié, mais qui expliquent pourquoi est-ce que historiquement, la Suisse est de droite, mais ce qui est important à se dire, c'est que dans tous ces aspects, c'est des aspects qui peuvent être changés. C'est pas dans le code génétique des Suisses d'être de droite. C'est pas une fatalité, ça se change. Pour combattre l'abstention auprès du prolétariat, auprès des ouvriers et ouvrières peu qualifiés en Suisse, ça se change, notamment par la propagande, par le travail de formation, etc. Le fait qu'il y ait qu'une partie du prolétariat, donc les étrangers, n'aient pas le droit de vote, ça peut aussi théoriquement être changé avec une initiative et une très bonne campagne de mobilisation qui pourrait un jour passer et donner le droit de vote aux étrangers, après, on ne sait pas, 5 ans sur le territoire suisse. Ça, c'est des choses qui peuvent être changées. Et ensuite, on peut aussi faire passer des lois difficiles, mais par initiative, qui interdisent le lobbyisme au sein du Parlement, le lobbyisme de la bourgeoisie économique. Ça permettrait également de limiter le poids des intérêts économiques bourgeois au sein du Parlement. Et on se demande pourquoi le PLR est frileux à l'idée de faciliter le droit à la naturalisation. Oui, la Suisse, historiquement, est un des pays avec le droit à la naturalisation le plus strict. C'est extrêmement difficile de devenir suisse en Suisse et donc d'obtenir le droit de vote. Droit du sol, oui, totalement. Droit du sol, mais pas que. Parce que pour moi, même si t'es pas né en Suisse, si ça fait 5 ans que t'es en Suisse et que tu travailles en Suisse, que tu payes tes impôts en Suisse, bah, t'as le droit de vote. Ça me paraît logique. Je comprends pourquoi il y a de l'abstention. De toute façon, les Suisses allemands, contre toute notre gauchitude, oui. Et d'un autre côté, si tu mets en place des systèmes de vote et d'élections différents pour les élections nationales ou pour les votations, c'est-à-dire par exemple ne plus avoir la double majorité pour les initiatives. La double majorité, c'est que une majorité du peuple suisse doit être d'accord, mais aussi une majorité des cantons doivent être d'accord, donc du peuple des cantons. Et très souvent, des initiatives de gauche sont acceptées par une majorité de la population suisse, mais refusées par une majorité des cantons suisses, parce que les petits cantons agraires, de nouveau, on y revient, sont plutôt de droite. Bah ça, si on enlève par exemple, alors ça demande une révision de la Constitution, mais c'est possible, bah ça favoriserait même en Suisse alémanique les voix de gauche pour les initiatives. Les étrangers qui sont au chômage avec un permis B n'ont pas le droit de changer de canton. Ouais, non, mais t'as des débilités comme ça. Une amie a dû annuler son inscription au chômage parce qu'on l'a menacé d'annuler cette demande de naturalisation. Ouais. Comment on peut faire en tant que roman pour gauchiser ou au moins recentrer ses bourbines? Bah, le truc, c'est que nous, en tant que roman, on n'a pas de poids sur la politique suisse alémanique. Il faut se le dire. Pour moi, le moyen le plus concret qu'on aurait, c'est essayer de pousser les partis de gauche en Suisse romande, de gauche radicale, à essayer soit de s'étendre à la Suisse alémanique, soit de créer plus d'alliances avec des partis de gauche radicale en Suisse alémanique pour soutenir ces partis de gauche radicale en Suisse alémanique. Mais ensuite, on peut... ça se joue aussi beaucoup au niveau national et donc en Suisse alémanique. Voilà.
Je vois que ça débat sur le droit du sol, c'est un vaste débat, mais en dehors de ça, même en dehors du droit du sol, tu peux considérer que tu peux avoir un permis B ou C, et puis avoir le droit de vote si ça fait suffisamment longtemps que tu es en Suisse. Ça serait possible aussi. Parce que pour moi, si tu travailles de nouveau, si tu payes tes impôts et si tu fais partie de la vie sociale en Suisse, il n'y a pas de raison que tu n'aies pas le droit de vote. C'est pas parce que tu n'as pas un bout de papier, un passeport rouge, que tu devrais pas avoir le droit de te prononcer sur les décisions politiques. Voilà. Euh... te, 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 te. Est-ce que ça vous dit qu'on parle... Ah oui, première femme, parce que ça c'est important, première femme à être élue au Conseil fédéral. On va regarder vite fait ce graphique. Et certaines villes ont ça pour le niveau communal, oui. Mais après, le truc, c'est que comme il y a quand même une centralisation du pouvoir à Berne, les grandes questions importantes, les assurances sociales, le droit du chômage, l'armée, le droit, la politique d'immigration, c'est au niveau fédéral. Notre première femme à être élue au Conseil fédéral, c'est Elisabeth Kopp. En 1984, donc c'est assez tardif. Enfin, première ministre, c'est 1984, 13 ans après le droit de vote des femmes au niveau fédéral. Elle fait de 84 à 89. C'était une PLR, parce que avant ça, je ne sais pas si ils en parlent ici, avant ça, le PS avait essayé de faire élire une femme. Je vais juste lire ça. Et il y a eu un petit scandale. Longtemps absente du Conseil fédéral, car privée du droit de vote et d'éligibilité au niveau fédéral jusqu'en 1971, les femmes prennent progressivement dès 1984 une place de plus en plus importante au Conseil fédéral. D'une en 1984 à 2 en 1999, elles sont finalement 3 entre le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2016, atteignant ainsi la parité homme-femme effective si l'on tient compte de la chancelière de la Confédération. La première candidate officielle sera Liliane Urtenhagen, l'une des premières femmes élues au Conseil national en 1971, présentée par le Parti socialiste pour le remplacement de Willy Richard en 1983. Toutefois, les radicaux refusent de se faire imposer la première femme au Conseil fédéral, feront élire le socialiste Otto Stich à sa place le 7 décembre 1983. Dans la foulée, à la suite de la démission inattendue de Rudolf Friedrich pour raison de santé, les radicaux font élire Elisabeth Kopp le 2 octobre 1984, faisant d'elle la première femme élue au Conseil fédéral. Donc, ce qui est génial, c'est que le Parti socialiste essaye de faire élire la première femme au Conseil fédéral, Liliane Urtenhagen. Et elle est victime d'une campagne sexiste à outrance. Mais ce qui se jouait derrière, parce qu'un an seulement après, Elisabeth Kopp est élue, donc c'était pas qu'une question sexiste, c'était entre autres, mais pas qu'une question sexiste, c'était aussi que les radicaux ne voulaient pas laisser l'opportunité aux socialistes d'avoir cet étendard d'élire la première conseillère fédérale. Donc, ils voient que le PS, maintenant, veut une conseillère fédérale. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? C'est direct après, un an après, ils font en sorte que eux, les radicaux, élisent la première conseillère fédérale pour dire « Ah, regardez, nous, on n'est pas sexistes, nous, on est dans le progrès, nous, on réussit à faire élire une conseillère fédérale. » Elisabeth Kopp. Elle saut quand même à elle, même si elle était de droite, parce que je pense que c'était pas évident de siéger au Conseil fédéral en tant que première femme. Tout comme Liliane Urtenhagen, ça devait pas être évident d'être une des premières femmes élues au Conseil national et d'être la première femme à se proposer au Conseil fédéral. À mon avis, les bruits de couloir devaient lui faire siffler les oreilles. La Suisse toujours, et la politique suisse toujours très misogyne.
elles avaient le droit d'éligibilité avant le droit de vote. En fait, non. Non. Là, c'est marqué car privé du droit de vote et d'éligibilité au niveau fédéral. Tu avais des villes ou des cantons qui l'avaient adopté avant, mais au niveau fédéral, c'était même pas le droit d'éligibilité. Donc c'est cocasse, quand même. Enfin, cocasse. C'est une dinguerie. Et ensuite, ouais, il faut rappeler que Appenzell-Rhoda intérieur refuse, et c'est au final le tribunal fédéral qui va devoir imposer à Appenzell-Rhoda intérieur le droit de vote et d'éligibilité aux femmes. C'est une dinguerie. Et du coup, depuis lors, il y a un peu plus de femmes, mais vous voyez, en jaune, c'est les hommes, en violet, c'est les femmes. Vous voyez que c'est pas non plus énorme. On atteint la parité théorique, mais c'est pas gigantesque, quoi. Voilà. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est langue. Ouais, langue, c'est juste les régions linguistiques. Âge, vert, c'est 30 ans. Rouge, bien sombre, c'est 80 ans. Et il y en a un, Numa Dro, qui a été élu à 31 ans au Conseil fédéral. 31 ans. Et il est resté 17 ans au Conseil fédéral. Un PLR, évidemment, neuchâtelois. Et autrement, ça reste majoritairement autour de la cinquantaine que tu te fais élire au Conseil fédéral, avec parfois des gens un peu plus vieux, comme Hans Hürlimann, à 68 ans, mais autrement, c'est assez autour de 50 ans. Ruth Metzler-Arnold, élu à 34 ans aussi, assez jeune. On a dû introduire le droit de vote et éligibilité des femmes en 1974 quand on a rejoint la CEDH au niveau fédéral. Mais Appenzell ne s'est fait taper sur les doigts qu'en 1991. Donc, pendant 15 ans, les Appenzelloises avaient des droits au niveau suisse, mais non au niveau cantonal. Oui, c'est ça. C'est le tribunal fédéral les oblige à adopter le droit de vote au niveau cantonal. Mais comme la loi était passée au niveau fédéral, elles avaient le droit de vote au niveau fédéral. Voilà.